Bonsoir. Je suis heureux d'introduire l'étape suivante de notre très beau voyage. Cette journée nous a embarqués. Nous a embarqués dans un concert de sensations et de réflexions. Et il est l'heure de vous présenter deux migrants. Deux migrants, l'autre mot pour désigner des voyageurs. Nos deux prochains speakers sont notamment Denis Coquet et Fanny Laitier. Denis Coquet fut moine. Et depuis son monastère, pendant 11 ans, il a voyagé au pays de l'humain. Cet être complexe. Et il faut ne pas bouger pour en comprendre toute la mobilité intérieure, j'imagine. Je n'ai pas eu ce courage de rester presque immobile 11 ans. Voilà. Et puis, ayant bien réfléchi sur l'humain et les relations humaines, il a décidé d'apporter ce savoir-faire, ces réflexions, dans un autre monde, de migrer vers le monde de l'entreprise pour conseiller les dirigeants dans l'humain et dans les relations humaines. J'introduirai ensuite Fanny Laitier, une autre migrante, une autre aventurière, une entrepreneur, c'est le mot qui me vient le plus naturellement à l'esprit, mais elle aime bien aussi le second mot, je crois, de migrant, puisqu'elle a migré de la fonction publique, de l'ENA, des grands corps, petit à petit, étape par étape, vous verrez, compliquée, vers le monde de l'entrepreneuriat, et notamment dans un monde où il y en a peu, l'entrepreneuriat dans la finance. Et dans ces étapes, elle a rencontré plein de banques, notamment puisqu'elle dirigeait à 29 ans le CIRI, le comité interministériel restructuration industrielle, un truc vache sympa, avec plein de problèmes bien tortueux, etc., qu'il faut démêler, à 29 ans, dans un monde très féminisé, comme vous pouvez l'imaginer, très masculin. Et puis ensuite, les cabinets ministériels, pas longtemps quand même, faut pas exagérer. Et puis ensuite, à la BPI, où elle a construit tout un tas de fonds d'investissement et d'accélérateurs de PME et de TI, avant de se rendre compte à l'évidence, elle était faite pour être entrepreneur. Voilà, donc c'est les deux migrants qui vont nous accompagner pendant la prochaine demi-heure de ce voyage. Denis, si tu veux prendre la parole. Pardon, Fanny, si tu veux prendre d'abord la parole. Honneur aux dames. Fanny Laitier, fondatrice du fonds Capital Entrepreneur. Généo Capital Entrepreneur. Eh bien, merci Pierre-Étienne, merci Muriel, merci Denis. Bonsoir à tous. La migrante est bien contente d'avoir échoué ici ce soir et de voir devant elle une salle pleine d'entrepreneurs dans cette belle région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait longtemps qu'on attendait la reprise de ces événements présentiels pour échanger, pour partager, pour réfléchir ensemble. Et donc, c'est vraiment un bonheur d'être avec vous ce soir. C'est une grande sensation. Je suis très honorée aussi parce que, je dois le dire, je ne me considère pas du tout comme un leader éclairé. En tout cas, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir la science infuse. Je suis née dans le Nord. J'ai eu la chance d'avoir une maman institutrice, un père géomètre, des grands-parents paysans, bourreliers, patrons de café, qui m'ont transmis l'amour de l'école, de la République et la valeur travail. Et quand on a ça, on a tout. On n'a pas la science infuse, mais on a tout ce qu'il faut. Et éclairé, je pense que si je le suis, alors je l'ai été surtout par les autres, mes mentors, mes héros, les gens que j'admire. D'abord éclairé par les grands commis de l'État, les préfets, les ambassadeurs, les directeurs de Bercy avec qui j'ai pu travailler et que j'ai vu servir ce pays avec abnégation. Leur expérience m'a fait grandir. Éclairé par tous les entrepreneurs, surtout, que j'ai croisés dans ma vie, face aux difficultés quand je dirigeais le CIRI, tu l'as dit, ambitieux, plein d'envie, quand j'étais chez BPI France et que j'ai créé les programmes accélérateurs pour fabriquer plus de TI, conquérants, comme je les vois aujourd'hui chez Généo, la fabrique pour champions européens que j'ai créée avec François Rivelier, qui est là ce soir. Et puis engagés surtout, engagés dans leur entreprise, dans leur territoire, dans leur filière, dans le soutien à l'économie, dans le soutien aux autres entrepreneurs, comme par exemple dans la communauté Généo que nous avons forgée. Tous ces entrepreneurs m'éclairent et moi j'essaye de transmettre à travers l'exercice de mon métier ce que m'ont appris.
Voilà, toutes ces personnes sur lesquelles j'ai pu compter, qui m'ont inspirée, qui m'envoient du feedback, qui me disent les choses sans filtre, eh bien, ils m'éclairent dans un monde toujours plus complexe où, eh bien, c'est important de croiser les regards. Voilà pourquoi, pour moi, être éclairé, c'est surtout savoir s'entourer. Voilà pourquoi aujourd'hui je prône autant dans les entreprises les principes de bonne gouvernance, parce que la gouvernance brise la solitude de l'entrepreneur, parce que ça permet de se conforter et d'éclairer les décisions stratégiques. Alors ce soir, on me demande à moi, la financière, de vous parler de capital humain. Alors c'est peut-être parce que le fil rouge de mon parcours, pourquoi j'ai fait tout ça, eh bien, c'est pour créer des emplois dans ce pays. Pas banal dans le secteur financier, quoique, on y reviendra. Je pense que fondamentalement, c'est le sens de la finance. Je suis née dans le Nord-Pas-de-Calais, sur une terre de chômage. Je me suis engagée dans le service public parce que je voulais créer des emplois. Parce que pour moi, avoir un emploi, c'est avoir une place dans la société. C'est savoir qui on est et pourquoi on se lève le matin. Alors, au cœur de la crise financière, aux côtés d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Christine Lagarde, que je remercierai jamais assez pour sa confiance, j'ai œuvré à sauver des entreprises et j'ai pris du recul aussi sur l'éthique de la finance. Parce que c'était l'époque Lehman, mais aussi l'époque Madoff et l'époque des scandales autour des bonus des traders. Et voilà, c'était pour moi une grande époque de prise de recul. Alors, j'en ai tiré plusieurs convictions que je voulais partager avec vous ce soir. Il y en a 6. Et les voici. La première, c'est que les PME, les ETI, sont pour moi le trésor de l'économie. Elles sont la principale réserve de création de valeur et de création d'emplois. Et si on rebondit, on rebondira par les PME-ETI. Elles ont créé, entre 2009 et 2016, ces ETI, 0,2% de la population des entreprises françaises, 335 000 emplois, pendant que les grands groupes en détruisaient plus de 100 000. Avec 70% de création d'emplois dans leur territoire, elles tirent les territoires derrière elles. Et on a une armée. On a une armée de PME. Si j'enlève les TPE, 137 000 PME qui sont toutes des ETI en devenir. Et pour moi, l'urgence, c'est de travailler chaque jour à renforcer ces bataillons de l'économie. Les petites ETI peuvent doubler de taille en 5 ans. Les PME peuvent devenir des ETI. On peut avoir 3 fois plus d'ETI en France. L'impact sur l'emploi serait considérable. La deuxième conviction, c'est que pour faire ça, la finance, qui doit permettre leur développement, doit aujourd'hui se poser la question de son sens profond. La finance a progressivement dérivé et doit aujourd'hui se transformer en profondeur. Métier star, la finance attire beaucoup de talents. Elle s'est progressivement isolée dans un secteur. On parle maintenant de secteur financier, voire d'industrie financière. Et pour moi, c'est un non-sens. L'industrie doit être servie par la finance. La finance, le capital, comme le travail, est un intrant au service de la production de richesses. C'est donc un moyen au service de l'économie qui doit reprendre cette place-là au service d'eux et intégrer les préoccupations d'équité et d'impact que j'évoquerai dans un instant. La troisième conviction autour de la création de valeur, c'est que créer de la valeur, ça n'est ni bien ni mal. Le sujet, c'est le partage de la valeur. Et pour moi, l'équité est la condition d'une croissance durable. Je ne fais pas partie de ceux qui prônent la décroissance parce que la population mondiale augmente rapidement et de toutes les manières, il y a partout beaucoup trop de laissés pour compte. Et donc, nous devons créer de la prospérité. Le sujet, le vrai sujet, c'est celui du partage de cette richesse. Et pour moi, la finance a trop longtemps contribué à aggraver les inégalités et à hypothéquer le sort des générations futures. Et nous devons, au sein de nos entreprises, aujourd'hui, montrer l'exemple. Et je pense que votre mobilisation ce soir le montre, votre travail en atelier le montre, on ne réussit pas seul.
Les grandes aventures sont des aventures collectives. Le partage de la valeur doit donc s'organiser avec tous ceux qui y prennent part. Alors dans les entreprises, c'est d'abord et naturellement le partage de la valeur avec les salariés. Et dans un monde où la guerre est aujourd'hui une guerre essentiellement pour les talents, il n'est pas possible aujourd'hui de considérer que les entreprises sont la seule propriété des actionnaires. Le capital humain doit être replacé au même niveau que le capital social. Les investissements dans la formation, par exemple, sont de façon aberrante considérés comme des charges, alors que ce sont les plus beaux investissements d'avenir. En tout cas, aujourd'hui, nous avons des outils. L'association des collaborateurs au fruit de la croissance est possible par l'intéressement, la participation, mais aussi l'actionnariat salarié. Et c'est probablement un facteur clé de rétention des talents et de compétitivité long terme. C'est probablement un des moteurs les plus puissants de la croissance. Chez Généo, toutes les sociétés dans lesquelles nous avons investi, il y en a 12, l'ont mise en place. Et puis, la prospérité d'une entreprise doit à tout un écosystème. On sait très bien qu'une entreprise s'inscrit dans une filière, s'inscrit dans un territoire. On ne réussit pas seul. Des acteurs publics, des acteurs privés autour de nous nous fournissent des infrastructures, du soutien, des aides, des idées. Nos fournisseurs sont là aussi pour nous aider à réussir. Et donc, finalement, on a un ensemble de parties prenantes vers qui il faut penser le partage de cette valeur. Aujourd'hui, et puis à travers les générations, parce que nos entreprises, c'est aussi des histoires de long terme. On veut laisser des traces, on veut laisser des marques, on veut faire en sorte que les emplois soient en bonnes mains quand on quittera nos entreprises. Et donc, elles se pensent de façon intergénérationnelle. Beaucoup de family office ont donc investi au-delà de leur entreprise familiale et de leur activité d'investissement dans une branche philanthropie pour soutenir des causes qui leur paraissent importantes. Et chez Généo, nous avons décidé que la finance devait le faire aussi. Et donc, nous versons une partie des gains liés aux investissements à un fonds de dotation destiné à soutenir l'emploi dans les territoires défavorisés ou à réinsérer les publics défavorisés dans l'emploi. Parce qu'on ne peut pas se désintéresser du monde dans lequel on vit. C'est une question de bien-être, mais c'est aussi une question de survie. La quatrième conviction, c'est que capital financier et capital humain ne s'opposent pas, au contraire. Ils se renforcent l'un l'autre. Et chez Généo, nous voulons démontrer que accroître la valeur économique d'une entreprise, c'est accroître son capital humain et qu'accroître son capital humain va booster la valeur économique. Nous allons aller jusqu'au bout de cela pour mettre en place un indice de capital humain qui démontrera finalement ce qui est une corrélation. C'est pas la poule, c'est pas l'œuf, c'est une corrélation, c'est deux facteurs qui grandissent ensemble. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ça ? D'abord, la reconnaissance que le capital humain, ce sont des hommes et des femmes engagés dans l'entreprise avec de la diversité à organiser. Bien sûr, la parité, mais aussi la diversité d'origine sociale, mais aussi la diversité internationale. Bien sûr, des compétences diverses avec peut-être la fin du parcours unique à la française, peut-être arrêter de regarder les diplômes, mais de regarder comment les gens se sont forgés sur le terrain, un bagage, des forces qui sont complémentaires et qui viennent faire un bouquet d'intelligence collective. Et puis surtout la reconnaissance que le cadre proposé à tous ces talents pour s'exprimer, c'est ça qui est déterminant. Parce qu'on peut mettre les meilleurs éléments dans une entreprise, si le cadre qui leur est proposé n'est pas stimulant, on n'arrivera à rien. Et donc la fluidité de l'organisation, la qualité de la gouvernance, la capacité à innover, à proposer, la capacité à projeter l'entreprise aussi sur le long terme, fera que ce capital humain s'active ou pas. Alors cet indice, il n'aura pas vocation à donner une note, mais surtout à suivre la tendance, à montrer la direction dans laquelle on va tous ensemble. Enfin, le capital humain, c'est aussi tout l'écosystème qui porte l'entreprise, on l'a vu. Et bien souvent, on n'a pas forcément dans nos petites entreprises toutes les compétences dont on a besoin pour se développer.
Alors il faut pouvoir les trouver à l'extérieur, sous des nouvelles formes en fait de collaboration, du conseil, de l'expertise. Et c'est ce que nous essayons de faire également chez Généo, en se disant qu'il y a les ressources de l'entreprise qui doivent être activées, il y a ce qu'on peut faire nous, modestement, mais il y a aussi tout un écosystème d'experts et d'entrepreneurs qui peuvent venir entourer l'entreprise et la faire accélérer, lui donner en tout cas de l'inspiration et de l'énergie, parce qu'on crée cet alignement, on crée cet écosystème autour d'elle. La 5e conviction, c'est que l'impact est la nouvelle disruption. Alors on en parle beaucoup autour de la pandémie qui a interpellé, je pense, fondamentalement à la fois nos choix de consommation, à la fois nos choix de localisation, nos stratégies. Tout le monde a pris en pleine face l'ampleur des défis sanitaires et environnementaux qu'on mettait gentiment sous le tapis parce que c'était tellement gros qu'on ne voulait pas les voir. Et aujourd'hui, il nous appartient à tous d'en prendre la mesure et d'innover pour répondre à ces attentes et rebondir et en sortir par le haut. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour faire ça, il faut pouvoir poser des mots sur l'utilité sociale de l'entreprise. Que ceux qui ne pourront pas le faire, qui ne pourront pas expliquer finalement en quoi cette entreprise aujourd'hui répond à une attente sociétale, eh bien sont morts demain, tout simplement. Faute de marque employeur, faute de marque commerciale, faute de sens pour les talents comme pour les clients, car le client final, c'est bien le citoyen. Et donc, c'est l'hémorragie si l'on ne fait rien, parce que l'humain, c'est le sang de l'entreprise. Alors, certains diront, oui, on entend bien parler de tout ça, la raison d'être, etc. C'est de la communication, tout ça. Oui, si on prend le sujet via une agence de communication et qu'on dit, est-ce que tu peux me fabriquer une bonne raison d'être ? Oui, ça risque d'être du pipeau et ça risque de ne pas faire long feu. C'est un risque, on le voit, il y a une mode, c'est clair, l'impact washing, on en parle déjà. Mais non, si ça vient de nos tripes et qu'on met le mot qu'on veut dessus, engagement, mission, raison d'être, sens, projet, tout simplement, tout entrepreneur, je pense, sait parfaitement pourquoi il se lève le matin. On ne devient pas entrepreneur si on n'a pas au fond de soi, au fond de ses tripes, une niaque, quelque chose qui fait qu'il fallait créer l'entreprise, il fallait reprendre l'entreprise, il fallait continuer et il fallait se donner tous mal pour ses équipes, pour ses clients, pour la société. Et donc parvenir à formuler ce ressort soi-même, encore mieux si ça peut être fait avec ses collaborateurs, c'est déjà finalement un peu comme Monsieur Jourdain, formaliser une raison d'être qui est au fond probablement déjà là. Le 6e point, c'est que pour faire ça, il faut changer notre rapport au temps. Dans la sphère politique, je l'ai vécu, comme en entreprise, l'urgence, tout est toujours urgent. Le court-termisme prend toujours le dessus. Il ne se passe rien, puis à la dernière minute, il faut absolument faire telle réforme, utiliser le 49.3 à l'Assemblée, ou bien il y a le PDG qui nous tombe dessus et qui nous dit en fait c'est pour ce soir, il est 20h. On l'a tous vécu dans les grandes organisations et je crois qu'on essaye de l'éviter dans nos PME ETI, mais c'est vrai que c'est pas facile. Parce que le court terme, c'est aussi la trésorerie. Le court terme, c'est aussi un collaborateur qui s'en va ou qui tombe malade. Et c'est vrai qu'on est souvent rattrapé par le court terme. Alors que pour faire de grandes et belles choses, pour faire des leaders mondiaux, pour laisser ces traces dont on parlait, il faut du temps. Il faut redonner toute sa place au long terme. Alors ce que moi j'appelle les dirigeants bâtisseurs. Les plus discrets, ancrés dans les territoires. Voilà pourquoi moi j'admire les ETI, parce que ce rêve à l'origine de l'entreprise, qui est transmis parfois pendant plusieurs générations, ce mental à toute épreuve, il reflète en fait cette capacité-là à ancrer les mentalités, à ancrer les imaginaires dans le long terme. Alors comment on fait ? Ça veut dire qu'il faut superposer les temps. Le court, le moyen, le long terme, quand on est entrepreneur, on doit gérer les trois, on doit superposer les trois. Le court terme,
celui de la présence au quotidien près des collaborateurs, de la résolution des problèmes. Le long terme pour ancrer les mentalités et donc le moyen terme, c'est le plus difficile, c'est le chemin, c'est celui de nos plans stratégiques, de nos BP à 5 ans, qu'il faut revoir chaque année avec agilité, mais qui donne les moyens d'atteindre nos objectifs de long terme. Et ce moyen terme, c'est un rendez-vous collectif, parce qu'on ne le construit pas seul, ce chemin, on le construit avec nos équipes, avec notre gouvernance. La gouvernance, c'est précisément le lieu de prise de recul où on peut travailler à superposer les temps. Bien sûr, c'est difficile, mais c'est crucial pour moi, pour la pérennité et pour l'impact. Ça veut dire qu'on a besoin d'un capitalisme patrimonial, patient, productif, et non pas d'un capitalisme financier et court-termiste. C'est pour ça que j'ai démissionné de BPI France. C'est pour créer en France ce qui est répandu en Europe, mais très peu développé en France, l'investissement evergreen, donc les investisseurs de long terme que l'on a créé avec François Rivolier. Le dernier point, les ETI, pour moi, peuvent construire le monde de demain. C'est elles qui ont la bonne taille, c'est elles qui ont le bon niveau d'agilité pour répondre aux défis. Je ne crois plus aux grandes organisations. La France a souvent voulu construire des grands champions mondiaux. Aujourd'hui, ils sont un peu mal en point parce qu'aujourd'hui, il faut des stratégies de niche. Il faut avoir des racines profondes, celles de nos territoires, pour se projeter à l'international. Être numéro 1 de quelque chose sur sa niche, avec quelque chose de très spécifique, de très différenciant à apporter à l'international. On ne nous attend pas et donc il faut être différenciant. Et les ETI nous ont étonnés pendant cette crise dans leur capacité à pivoter, à innover, à répondre à des clients souvent totalement coincés par cette pandémie, pour se rendre utiles pendant cette pandémie parce que, elles sont innovantes, elles représentent un quart de la R&D en France, elles sont internationales, elles représentent un tiers de l'export et elles ont ce capital humain puisqu'elles représentent 25% de l'emploi. À nouveau, on parle de 0,2% de la population des entreprises françaises. Donc résilience, pugnacité. Aujourd'hui, c'est l'heure des acquisitions. Beaucoup de PME, en fait, ont décidé de transmettre leur entreprise face à cette crise qui était difficile. Et les autres PME, les ETI, sont là pour quelque part accueillir ces collaborateurs et faire en sorte qu'ils soient en de bonnes mains au sein de groupes à visage humain. Et je crois beaucoup à ce regroupement des PME et des ETI pour forger des leaders européens à visage humain. Pour finir sur une touche personnelle, j'aimerais partager avec vous une phrase mise au point avec mon associé François quand on réfléchissait à la notion de liberté. Parce que fondamentalement, si on est tous dans cette salle aujourd'hui, ça veut dire qu'on est tous entrepreneurs, ça veut dire qu'on a tous cette soif de liberté. Liberté d'entreprendre, liberté de créer, liberté d'agir sur le monde. Alors d'après Kant, la liberté, c'est faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est bien, c'est un guide assez clair pour l'exercice de la responsabilité sociale d'entreprise. Limitons et compensons nos externalités négatives et ne faisons pas de mal à autrui. C'est bien, mais est-ce que ça guide pour l'impact positif? Est-ce que c'est suffisant? Je ne le crois pas. Si on veut apporter une contribution sociétale positive, peut-être il faut aussi regarder à l'intérieur de soi et se dire que trop souvent, on met des freins intérieurs très puissants à notre liberté. Les peurs, les blocages, la pression sociale sont autant de freins à la liberté d'entreprendre, qui font que bien souvent, le principal frein à notre développement ou au développement de nos entreprises, c'est nous-mêmes. Et le signe que nous avons dépassé ça, que nous sommes allés au-delà de ça et que nous nous sommes réalisés,
c'est notre capacité à donner aux autres. Dans une société où l'autorité est très souvent signe de puissance, il faut être autoritaire et presque brutal parfois pour être reconnu comme puissant. Peut-être, en tout cas, j'ose dire que la générosité et la bienveillance, qui sont souvent perçues comme des faiblesses, sont peut-être les plus grandes manifestations, les manifestations les plus fortes de la liberté. En tout cas, la devise qu'on a mis au point avec François, éclairée ou pas, à vous d'en juger, c'est la suivante. Ta liberté commence là où tu démultiplies celle des autres. Merci beaucoup Fanny. Je précise que Fanny intervient en capital développement, c'est-à-dire comme entrepreneur minoritaire aux côtés des entrepreneurs et non pas en LBO. Denis, peux-tu partager aussi tes réflexions avec nous sur le leadership et sur le leadership éclairé? J'avais demandé à ce qu'il y ait des majorettes, mais bon. Production des moyens limités. Effectivement, merci beaucoup Fanny. Moi, ça m'a beaucoup touché. Ça me réconcilie en partie avec un monde. Je ne sais même pas te dire ce que j'en pensais. C'est même pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que moi, je viens d'un monde. Au départ, j'ai étudié la littérature et l'art parce que j'aimais la beauté. Et ce soir, je suis avec vous. Après, j'ai étudié la philosophie parce que j'étais passionné par le sens. Et ce soir, je suis avec vous. Et après, effectivement, je suis devenu moine pendant une 12aine d'années parce que je me suis passionné pour ce qui transcende l'homme. Et ce soir, je suis avec vous. Suis-je en train de régresser? Ça a un écho, hein? Ah, mais attends, le gars, il s'intéresse à la beauté, à l'art, au sens, à la transcendance, il est face à des dirigeants d'entreprise. J'ai dû beaucoup pécher pour en arriver là. Je le dis en ironisant, mais beaucoup de mes camarades, confrères, frères avec lesquels j'ai mené ces recherches, ces aventures artistiques, ces aventures humaines, ces aventures spirituelles, n'ont pas bien compris ma migration. Je venais me perdre avec le grand capital. Je crois que le sens, la transcendance, la beauté, la grandeur de l'humain sont ceux-là même qui font la réalité de l'entreprise. Bon, je ne vous cache pas que ça a été une découverte. J'y suis venu, on aurait dit Bambi sur la glace. Tu vois, c'était pas très convaincant au départ. Et la deuxième chose, c'est que vous le savez, si on prétend un changement dans le monde, il faut être déjà capable de changer le sien. Si on veut être un levier de transformation du monde, il faut être en capacité de se changer soi. J'ai longtemps cru que ces tonalités-là étaient réservées aux gardiens du sens, de la transcendance et du spirituel. Et ma grande surprise, c'est de voir maintenant combien les dirigeants sont hautement préoccupés. Pourquoi ? Parce que ce sont les premiers à vouloir diriger, exercer un axe de direction, aller quelque part, embarquer des collaborateurs et que ça soit effectivement transformant de leur personne, des collaborateurs, du petit monde de l'entreprise et en écho de notre monde. Donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai la terre, disait Archimède. C'est ce qui fait que je suis dédié maintenant au monde de l'entreprise. Parce que je crois que les changements dont ce monde a terriblement besoin, le point d'appui, c'est l'humain dans sa profondeur. Le levier peut être ô combien l'entreprise, et le fait levier sera donné par nos équipes. Oh, ce que c'est beau ce que je dis. Non, mais moi-même, je m'émeus. Le problème, c'est que j'y crois. Et j'y crois parce que ça fait 20 ans qu'au quotidien, je suis auprès des entreprises. Et je vois combien ces hommes, ces femmes d'entreprise changent,
se transforme, deviens qui tu es et fais ce que toi seul peux faire. Parmi nous d'un côté, Nietzsche de l'autre. C'est le quotidien du dirigeant. Alors, leader éclairé. J'aime bien Fanny qui commence par nous dire qu'elle n'est pas un leader éclairé, qui nous démontre pendant 20 minutes qu'elle est un leader qui a été éclairé. On ne prétend pas être des leaders éclairants, c'est un passif. Et parce qu'éclairé, peut-être on pourrait être un peu éclairant. Donc éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire doté d'un esprit. Et je me réjouis que tous ce soir vous soyez venus avec. Et j'ai même vu certains qui s'en servaient. Alors l'esprit, c'est quoi? C'est un grand mot, on va le prendre sous 3 angles. L'esprit, c'est une intelligence. Mot combien dévoyé. Intus legere, disait Thomas d'Aquin. Lire de l'intérieur. Une intelligence qui tend à s'émerveiller face à ce qu'elle ne connaît pas. Comme elle ne connaît pas, elle interroge. Ça, c'est Aristote. Et comme elle interroge avec cette appétit de vérité, elle cherche à s'ajuster à ce qui existe. Ce qui existe, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit. Triangle de Parménide. Tous ceux qui sont en proie à des négociations avec leurs parties prenantes syndicales, souvenez-vous du triangle de Parménide. Ce qui existe, ce que je pense et ce que je dis. Et Palo Alto assure une 4e dimension et ce que l'autre comprend. Alors, l'esprit, oui, c'est une intelligence, mais c'est aussi une capacité d'aimer et d'être aimé. Tu l'as dit, Fanny? C'était gonflé, ça. Quand les financiers t'apprennent à aimer, là, je te dis, la fin du monde est proche. Oui, c'était bon d'entendre ça. Un cœur capable d'aimer et d'être aimé. 2e visage de l'esprit. Puis un 3e visage qui est la volonté. Capable, lorsque le désir est éclairé par l'intelligence, de faire des choix. Du vrai, de l'amour et des choix. Des choix vrais qui permettent de s'aimer, des choix bienveillants qui offrent de connaître plus profondément. Des choix qui offrent d'entreprendre et de construire à plusieurs. Je crois que déjà ça résonne. Et ça, c'est une aspiration à être éclairé. Alors, quel est le lieu éminent où ces 3 capacités de l'esprit s'exercent? L'intelligence, le cœur et la volonté. L'autorité. Après avoir exploré l'esprit humain, je vous invite à explorer l'autorité. Alors, petite parenthèse personnelle. Moi, si on m'avait dit quand j'étais gamin que je ferais des topos sur l'autorité, waouh! Autorité, autoritarisme, pouvoir, abus de pouvoir, t'en as parlé, Fanny. Vous vous souvenez de cette petite vignette de cette dessinatrice qui disait « Faut mieux être belle et rebelle que moche et remoche ». Bon, c'est pas Aristote, hein, c'est plus contemporain. Mais je trouve que ça dit quelque chose de notre rapport à l'autorité, surtout quand tu es gaulois en plus. Il y a une espèce d'antique bagarre avec l'autorité, alors que c'est un des plus beaux mots de la langue humaine. Augérer, faire grandir. Waouh. Autorité, faire tendre le bien vers le meilleur. Faire reculer le mal pour éviter le pire. Et créer les conditions pour favoriser ces deux-là. J'ai cru comprendre que c'est ce que tu voulais faire. En plus, elle y arrive, elle m'énerve. C'est bon d'entendre que c'est possible. Alors, effectivement, ça fait une 30aine d'années que j'explore le leadership, to lead, conduire et mener, l'autorité sous ses différents visages. Et j'aimerais vous faire part maintenant de quelques pépites que j'ai découvertes. Et c'est une proposition, vous me direz ce que vous en pensez. Oh, la production des moyens, c'est des effets spéciaux. Alors, j'aimerais vous donner quelques petits mots de compréhension sur ce qu'est pour moi le leadership. C'est quoi au départ le leadership? C'est un leadership de puissance. Pourquoi? Vous êtes tous ici des hommes et des femmes de quoi? De projet. C'est quoi la noblesse du leadership? Fanny, elle a un projet. Tu le mets au service d'autres. Cette capacité à projeter,
à passer du virtuel au réel, du projet à la réalisation. C'est proprement humain, ça. Capacité à projeter. Capacité à partir de ce projet, à engager des hommes pour aller plus loin ensemble que là où ils seraient allés tout seuls. Yes. C'est pas noble, ça? Il y a même un théologien médiéval, Thomas d'Aquin, qui a osé poser une question. Il s'est fait condamner par la Sorbonne. Dieu aurait-il pu créer un monde plus parfait? Tu aurais pu faire mieux. Réponse de Thomas d'Aquin, oui, il aurait pu faire mieux. Tu m'étonnes que la Sorbonne soit énervée. Pourquoi ce monde, dans le regard de ce théologien, a-t-il été posé comme imparfait? Pour que nous ayons la capacité de le parfaire, de l'élever, de l'améliorer, d'exercer une autorité qui, nous faisant croître, fait croître ce monde. Oh, ce que c'est beau ce que je dis. Ouais, enfin ça c'était dans le livre. Dans le réel, on a commencé à voir qu'il y avait des petites fragilités. Alors je vous propose de regarder chacun de ces regards, d'abord dans sa partie lumineuse et à partir de là dans sa partie plus fragile. Alors effectivement, une capacité à projeter. C'est symptomatique, le mal qu'il a à venir, celui-là. À partir du moment où je projette, j'engage. À partir du moment où j'engage, je transforme. Vous voyez, c'est ce que j'appelle le leadership de puissance. Nous sommes porteurs d'un projet. Le leader, c'est celui qui donne le désir, l'envie de le suivre. Il engage d'autres qui s'engagent au nom de ceux en quoi ils croient. Ensemble, ils transforment. Ça, c'est la partie la plus lumineuse, noble du leadership de puissance. En même temps, ce leadership de puissance, il va avoir 3 écueils. Je pourrais en répertorier plus. Le premier, c'est le moment où l'homme sait prendre sa puissance. Le fait de se croire tout puissant. Je vous le rappelle, le tout à l'ego est un puits perdu. Ça, c'est Aristote, mais sur la fin, on sentait vraiment Aris fatigué, tu vois. Une fois qu'on est allé voir chez les Grecs, on va aller voir les Latins. Corruptio optimi pessima. Tu fais moins le malin, là. Toujours le moment classe, tu places du latin, c'est François Rollin qui m'a appris ça. Tu places du latin, tout de suite, ça lève le niveau. La corruption du meilleur donne ce qu'il y a de pire. La corruption de l'autorité, du leadership de puissance donne ce qu'il y a de pire. Le tout à l'ego n'est pas croissance du meilleur, mais destruction. On le sait. Deuxième risque du leadership de puissance, d'instrumentaliser les hommes. Pour en faire quoi? Des leviers de réalisation au service du projet, au service servile. Troisième écueil du leadership de puissance, tu y as fait écho, Fanny. Le moment où j'exploite les ressources et je déséquilibre l'écosystème. Donc vous voyez bien qu'on est sur un moment où le leadership de puissance touche ses limites. Et ça fait une 30aine d'années qu'on dit que ce leadership de puissance en creux appelle un autre leadership. Quel est-il? Un leadership de sens. Pour savoir pas simplement comment produire, créer de la richesse, entre autres matérielle, mais pourquoi et où elle va. On est sur un moment de l'entreprise où elles sont largement suréquipées et en grande partie sous-finalisées. Beaucoup d'outils, peu de sens. Je vous renvoie au rapport Fillon que Sarkozy avait réclamé sur les RPS, cause majeure des RPS chez les salariés au travail en France actuellement, la perte de sens au sens de « je ne sais plus pourquoi je fais ce que je fais ». Alors, ce leadership de sens, il va venir élever, ennoblir le leadership de puissance. Comment? Par une capacité déjà, je vérifie toujours parce que la technique, on a une légère banque de puissance. Ah, ça y est, on voit. Capacité à voir. Alors la capacité à voir, c'est ce qui va profondément ennoblir la puissance. La puissance, elle somnubile à partir du projet, de l'engagement, de l'embarquement sur les résultats.
une des noblesses de la personne humaine, du dirigeant, c'est la capacité non pas à projeter en partant de soi, mais à s'ouvrir en le découvrant à ce qui est. Le premier est très vite prédateur, le deuxième apprend à accueillir le réel. Et attend cette qualité propre du dirigeant qui, en voyant, arrive petit à petit à voir loin. Cette capacité à anticiper. Deuxième capacité que nous connaissons, que nous attendons, qui est une capacité à éclairer. Ça, c'est la magie. Ce que j'ai vu, je tends à le transmettre. Le propre du vivant des Aristotes, c'est le mouvement. Une des qualités propres du mouvement, dans sa saveur humaine, c'est quoi? C'est de transmettre. Dès qu'une de nos cellules connaît, sait quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le transmet. Waouh! Noblesse du leadership éclairé. Ayant été éclairé, ayant vu, je cherche à mon tour à éclairer. Et vous savez ce qui se passe quand on a un peu vu, été un peu éclairé, et qu'on essaye de le partager, on arrive à ce troisième visage tellement précieux. On aimerait tellement que cette soirée produise chez vous cet effet, parce que vous produisez sur nous cet effet. Quand nous parvenons ensemble à voir, quand nous savourons cette capacité de s'éclairer mutuellement, waouh, il y a du souffle, on arrive à s'inspirer. La jeune génération nous attend dans ce tournant. Aurons-nous l'audace de croire que parce que nous voyons, nous sommes capables d'éclairer, et parce que nous éclairons, d'inspirer. Vous l'avez trouvée inspirante, Fanny? Fanny, il y a 3 personnes qui t'ont trouvée inspirante. Et on va choper les noms. Donc si vous ne voulez pas déprimer Fanny, immédiatement on va le reprendre. Est-ce que vous avez trouvé Fanny inspirante? Oui. Ils sont 8, Fanny. Et vraiment, vous voyez, elle s'est exposée, 2 ans et demi qu'elle n'avait pas fait ça. C'est couillu de venir partager ce dont elle a habité. Merci, c'est inspirant. Noblesse de l'humain dans le leadership de sens. Mais il y a aussi une fragilité dans le leadership de sens. Je donne du sens et j'éclaire. Avant, je me noyais dans le noir, maintenant, je me noie dans la lumière. Ça, c'est un des constats. J'interviens pour différentes entités que vous connaissez, l'APM, le CJD, GERM, le FBN, et on parle à des dirigeants de par le monde, et je leur ai dit des choses d'une intelligence, mais moi-même, à la fin, je me vous voyais, tellement c'était bien ce que j'avais dit. Tu vois ? Et je leur ai dit ça le vendredi, et le lundi, ça n'avait rien changé. Et ça, je peux vous dire que quand tu essayes de transmettre, c'est vraiment rude. De comprendre que le sens partagé éclaire, mais ne transforme pas nécessairement. Là, on a quelque chose à découvrir. Comment fait-on pour passer de leader éclairé à éclairant et d'éclairé éclairant à transformant? C'est un des enjeux de la fabrique des leaders éclairés, portée par Muriel Montagnier. De faire que la lumière, je la reçois, je la communique, je la donne, et je ne fais pas qu'éclairer. Avec d'autres, j'apprends à transformer. Autre fragilité du sens, c'est d'être en position haute pour être le détenteur de sens. Quand vous avez de la lumière entre les mains, vous avez 3 manières de vous en servir. Le braquer dans le regard de l'autre, en mode hérisson sidéré. Fanny, tu fais très bien le hérisson sidéré. Le braquer sur vous, en termes projecteur sur la star, ou d'éclairer le chemin de celui qui est à vos côtés pour essayer d'avancer. On a vraiment réfléchi à l'usage de la lumière. Est-ce qu'on s'exalte? Est-ce qu'on impressionne? Est-ce qu'on éclaire au service d'eux? Et puis, une dernière fragilité du sens. Et cette phrase, je la dois à l'un d'entre vous qui est ici. Elle ne vient pas de moi. C'est le moment où nous transmutons l'or de nos collaborateurs en plomb. Ça fait envie, hein? Je trouvais ça tellement juste que je l'ai noté. Merci Pierre. Effectivement, le risque d'un leadership de sens surplombant, c'est le moment où, au lieu de faire croître le meilleur, on arrive à l'éteindre. Que de jeunes dans nos entreprises sont arrivés comme des brasiers ardents et se sont retrouvés éteints. Alors, j'aimerais dire maintenant que
ce leadership de sens dont nous découvrons la grandeur et les fragilités, il a besoin d'être ennobli par un troisième leadership sur lequel je vais boucler. Et on aura ce leadership en 3D. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà été hospitalisées? Bon, les autres, rassurez-vous, ça arrivera. Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé et quand votre mal savait être diagnostiqué, puis générer un protocole de soins, qui venait dans votre chambre? Le grand Manitou. Appelez le médecin, voire le chirurgien. Vous savez quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien? Si, c'est que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Ils ont entre les mains la vie, quoi. Moi, je leur dois beaucoup. J'ironise sur eux, mais je leur dois beaucoup. J'ai vécu ça. Et en même temps, le moment où ton mal est peu intelligible et le protocole de soins n'arrive pas, le moment où le leadership de sens est mis à genoux, qui vient dans ta chambre? L'infirmière. Le prêtre, mais là c'est vraiment que là c'est. Je ne vais pas te péter le moral, mais tu vas mal, hein. Vous voyez, ce que j'aimerais vous faire toucher du doigt, c'est le moment où le leadership de puissance, n'étant pas capable de résoudre, de solutionner ni d'éclairer, se retrouve en mode concave, de soustraction et ouvre une béance. Quand un nanovirus te met à genoux une humanité, il faut un tout petit peu s'attendre où on est attendu. Quand la puissance est à genoux, il y a un immense appel vers le sens, et quand il n'y a pas de réponse vers le sens, qu'est-ce qu'il reste à faire? La présence. Je crois que notre monde actuellement vit une confrontation majeure sur l'appel à la présence. À la présence, à quoi? À qui? D'abord à soi, puis à l'autre. Alors, le leadership de présence, je vais vous le donner en 3D. Quelle est sa première aptitude? Écoutez. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas de projeter, où je pars de moi pour aller l'autre. Il ne s'agit pas de voir, il s'agit d'ouvrir un espace concave pour recevoir et écouter. Un communicant n'est pas d'abord quelqu'un qui parle, mais qui écoute, qui ouvre un espace pour que l'autre se pose. C'est présent dans toutes les traditions spirituelles. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute. Si vous voyez des statues de Saint-Benoît, il a des oreilles comme ça. Il ne sort pas d'un concert des Stones, Saint-Benoît. S'il a une oreille comme ça, c'est parce qu'il est appelé à ouvrir pour écouter et recevoir. Je dirais même que l'homme advient à lui-même par l'autre et que sa parole, quand il arrive à la prononcer, et tu l'as dit, Fanny, elle devient gardienne de son être. Autre petit mot-clé pour moi, c'est le moment où l'homme s'humanise en cherchant quoi? La qualité de présence. On vous a jamais dit, t'es là mais t'es pas présent? Interrogez vos conjoints. Si vous n'obtenez pas de réponse, sondez vos enfants. La capacité à s'ancrer à l'intérieur de soi est qualitativement ici et maintenant. C'est un véritable effort pour un dirigeant. Pourquoi? Parce qu'il apprend constamment à se projeter. C'est une épouse de dirigeant qui était venue m'en parler. Je pense que si le lancer de dirigeant avait été discipline olympique, elle serait médaillée. Il dit, mais il n'est jamais là. Je dis, mais c'est ce que son métier lui demande. Son métier lui réclame toujours de projeter, de voir, d'anticiper. Pour un dirigeant, une dirigeante, un entrepreneur, apprendre, choisir de s'ancrer, d'être là, c'est véritablement un effort. Et le dernier mot qui, je crois, qualifie ce leadership de présence, et tu as osé le dire, Fanny, c'est aimer.
On a longtemps cru qu'il fallait siloter, scinder, vie personnelle, vie professionnelle, être consciencieux et aimer de l'autre côté. Je vous rappelle que de penser l'insubmersibilité par le cloisonnement, la coque du Titanic en a gardé un souvenir ému. Ce temps est derrière. Les jeunes générations réclament de défragmenter, d'unifier. Et je crois que cette réalité, on peut oser aimer nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients. Et pourquoi ? Parce que l'amour va donner cette force intérieure qui met en capacité de se mettre durablement au service de l'autre. Le sens ne suffit pas. Alors là, je vais vous donner 3 petits mots. C'est le moment où moi-même, quand je me relis, j'ai du mal. Donc accrochez-vous, parce que c'est le moment où ça se complique. J'aimerais vous faire une différence entre ce qui construit, ce qui structure et ce qui finalise. L'activité construit. Au travers de ce que je fais, je construis et je me construis. Au travers de ce que j'entreprends, je construis et je me construis. L'activité construit, ce qui me structure, c'est mon intelligence. Parce que mon intelligence, elle me donne le rapport au réel. Elle me permet de le connaître, de l'accueillir tel qu'il est. La vérité rend libre. La structuration de notre être profond se fait par l'intelligence. Mais moi, ça a été un vrai choc quand j'ai découvert qu'on pouvait être construit et structuré et pas finalisé. Parce que qu'est-ce qui finalise ? Qu'est-ce qui va donner du sens à nos vies ? C'est le fait d'aimer. Et tu as osé le dire à la fin, Fanny. Tu avais les bonnes racines pour ça. Merci la grand-mère. Les gens du Nord, ils ont ça à cœur aussi. Le moment où, oui, je me construis par mon activité, oui, je me structure par ma quête du vrai et mon intelligence, mais je me finalise en aimant et en me donnant. Si l'être est appelé à éclore, c'est pour se relier, et s'il a besoin de se relier, c'est pour se donner. Alors, le leadership depuis présence, il a des petites fragilités. Il peut être fusionnel. Vous savez, le moment où il n'y a plus assez de distance avec l'autre pour exercer l'autorité. Familiarité est incompatible avec l'exercice de l'autorité. Et pourtant, la proximité l'améliore. Haute fragilité de la présence, de s'immobiliser en perdant le dynamisme de l'action. Ce qu'un entrepreneur ne tolérera jamais. Et le dernier, c'est s'abîmer dans une vie intérieure tellement grande qu'elle perd le réalisme de la transformation extérieure. Je ne détaille pas plus, ce que j'essaye de vous faire toucher du doigt, c'est le côté totalement funambulique de ces 3 visages du leadership. À chaque fois, ce n'est pas blanc et noir, c'est tout en nuances. Un leader éclairé, pour moi, est un leader en 3D, capable d'être éclairé et d'inspirer, capable d'être vraiment là et d'aimer, capable de transformer sans déformer. Je me souviens d'un ami breton qui me disait, quand il fait beau temps, l'équipage regarde l'horizon, et quand il fait vilain temps, il regarde le capitaine. Et à la tête du capitaine si le bateau survivra. Donc maintenant, on va faire un petit truc tout simple. Bon, qui sont des leaders 3D ici ? Non, mais levez la main, soyez un peu décomplexés. Je veux dire, à part moi, Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Vous voyez bien qu'avec cette vision, on voit tous les points où on est déjà dedans, tous les points où on aurait besoin de grandir, tous les points qui sont à découvrir. Alors, comment on fait pour découvrir ? Alors, il y a une voie courante qui s'appelle l'expérience, il faut une bonne 50aine d'années. Et normalement, quand vous êtes en capacité on vous explique qu'il faut quitter l'entreprise. Peut-être une autre voie, et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes ici ce soir, c'est que c'est 9 étoiles. Et vous savez, quand on a une étoile, on peut s'orienter. Quand on a une constellation, on peut éclairer un plus grand nombre, car un territoire étoilé nous guide. Cette soirée des leaders éclairés est une soirée étoilée. J'ai vu dans les ateliers la pétillance des yeux. Alors,
Ce soir, moi je vous dis simplement avec Fanny, avec Muriel, avec tous ceux et celles avec lesquels nous avons travaillé, nous croyons tout homme, toute femme en capacité de faire croître en lui ces 9 aptitudes et bien plus encore. Voie de l'expérience pour l'acquérir, voie du collectif aussi. Dans le collectif, on découvre qui est plus sur la puissance. Dans un codir, on l'équilibre avec quelqu'un qui est plus sur le sens, qu'on vient approfondir avec quelqu'un qui est plus sur la présence. Et puis, si on a à cœur, et je crois qu'on est appelé à ça, de forger en nous ces 3 leaderships, je crois que la fabrique des leaders éclairés, elle est née pour ça. Pour permettre aux leaders de maintenant de faire croître en eux ces aptitudes qui offriront aux nouvelles générations de vivre éclairés et éclairants. Merci.